République démocratique du Congo pour parler des concertations nationales annoncées par le président Joseph Kabila au mois de décembre 2012 et qui ont pour objectif de renforcer la cohésion nationale en RDC. Dès le début des travaux, certains membres ont contesté le choix porté sur d'autres, tels les chefs coutumiers de Kinshasa. Un député de l'opposition a lui claqué la porte. Du côté de la majorité présidentielle, on pense que tout est bien parti cependant. Un reportage de notre correspondant à Kinshasa, Cyril Milando. Les concertations nationales devront en principe se clôturer en ayant 14 jours. À la première étape, il y a eu bien des couacs. Des chefs coutumiers de Kinshasa ont vite crié à la tricherie dans le choix de leurs délégués. Jean-Daniel Bampori. Nous, les chefs coutumiers, nous sommes venus en tout cas remettre à pendule à l'heure pour que le vrai chef soit à la concertation et nous représenter valablement. Que tout le monde veut s'improviser chef, tout le monde se porte autorité traditionnelle, mais tout cela et puis il n'y a pas une bonne gestion. C'est pour cela nous, les vrais chefs, nous sommes venus représenter, donner déléguer nos représentants aux concertations nationales. Clément Kankou, député de l'opposition, a claqué la porte jugeant ces concertations non inclusives. Il souhaite d'abord l'élargissement de certains prisonniers dits politiques. Comment peut-on aujourd'hui parler d'une décrispation si ces gens restent toujours en prison pour des motifs politiques? Pour justifier notre présence dans ces concertations, nous voulons au minimum que le chef de l'État puisse poser des actes. Et les actes, nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des intentions. Nous voulons que le chef de l'État puisse libérer les prisonniers politiques. Nous voulons que le chef de l'État puisse faire un véritable rapprochement avec les forces politiques qui comptent dans ce pays. Je parlais de l'UDPS de Tshisekedi. Nous voulons que le chef de l'État puisse s'engager sur la protection des participants. Évariste Bochab, le chef du parti présidentiel, soutient que tout est bien parti. Le fait de n'avoir pas ouvert un quelconque débat sur le règlement intérieur est conforme à l'ordonnance convoquant les concertations nationales. Tout est bien parti. Donc tout est bien parti. Toutes les composantes étaient représentées au groupe des contacts, raison pour laquelle le débat serait superflu. Je ne peux pas à ce niveau préjuger du délai. Mais puisque tous nous sommes animés de bonne volonté, nous pensons devoir respecter la durée des 15 jours. Un autre membre de la majorité présidentielle, Trésor Kapuku, se réserve encore avant de porter tout jugement. Je pense que ce serait trop tôt de pouvoir donner les impressions, parce qu'on vient à peine de commencer. On n'est qu'à la première étape qui concerne la validation des mandats, afin qu'on puisse savoir qui doit être là, et qui est là, et combien nous sommes, et afin nous organiser pour le travail qu'attend l'ensemble de la population congolaise. Plus d'une semaine après l'ouverture de ces assises, la prolongation est inévitable. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nouvelle en provenance de Kinshasa à présent, le procès de l'homme politique congolais Eugène Diomi Dongala a débuté ce matin. Le président de la démocratie chrétienne et coordinateur de la majorité populaire pro-Tshisekedi est poursuivi pour viol sur mineur, des accusations qu'il a toujours démenties. Eugène Diomi Dongala est en détention préventive depuis avril dernier et son procès avait été reporté à 3 reprises ces derniers mois. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. Une coalition de groupes armés dénommée Conseil supérieur des groupes armés autochtones de l'Est de la RDC dénonce avoir été mise à l'écart des concertations nationales à Kinshasa. Dénonciation d'autant plus justifiée selon les responsables de cette coalition que le M23, un groupe armé pourtant semblable, bénéficie, lui, des pourparlers avec le gouvernement à Kampala. Cela ressemble bien à une politique de 2 poids, 2 mesures de la part du présidium de ces assises, ajoutent ces responsables. Ils l'ont dit dans une déclaration signée par les représentants de 11 groupes armés basés au nord, Sud Kivu et Ituri et rendue publique dimanche à Goma. Jean-Jacques Kabouzala est le secrétaire général de cette coalition. Écoutez-le. Nous trouvons que ce ne sera pas normal qu'une question importante comme celle-là, qui concerne d'ailleurs la thématique 4, qui est relative
à la démobilisation, au désarmement, à la réinsertion sociale, au rapatriement, soient traités à l'absence des acteurs. Alors nous pensons qu'il fallait que les acteurs soient impliqués pour que les décisions issues de cette thématique soient des décisions qui sont durables et applicables sur terrain. Voilà. Un autre aspect que nous voulons relever, c'est que aujourd'hui le gouvernement est en pourparlers avec le M23 à Kampala. Nous pensons qu'il y a un déséquilibre. Nous avons estimé que pour nous, les groupes armés autochtones à l'Est, les concertations nationales seraient aussi l'un des cadres idéaux pour que nous puissions, une fois pour toutes, mettre fin à ces problèmes récurrents de l'insécurité ici à l'Est. Et cela, nous renvoyons à la conscience des responsables, des autorités, pour que cette question soit levée le plus tôt possible. Jean-Jacques Kabouzala est le secrétaire général du Conseil supérieur des groupes armés autochtones de l'Est de la RDC. D'autre part, en territoire de Béni, dans la chefferie de Watalinga, 2 personnes ont été abattues et 3 autres grièvement blessées dimanche à Mabale et Kilambi par des rebelles ougandais de l'ADF Nalu, selon la société civile du Nord Kivu, ajoutant que plusieurs personnes dans ces localités qui étaient dans leur champ ont fui dans la forêt. D'autre part, la société civile a annoncé également le viol de 3 fillettes entre 12 et 14 ans samedi matin à Mabale, à environ 80 km au nord-est de Béni. Selon les enquêtes de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, l'auteur serait un membre des FARDC, mais ces informations n'ont pas été vérifiées indépendamment. Les fillettes ont été admises à l'hôpital général de Kamango, indique le communiqué de la société civile. Info zapping du mardi. Sur l'actualité avec sœur Angélique Namaïka, à qui le prix Nansen du HCR pour l'aide aux réfugiés a été décerné ce mardi. Sœur Angélique travaille dans la région isolée du nord-est de la République démocratique du Congo. Son centre pour la réintégration et le développement a transformé la vie de plus de 2000 femmes et jeunes filles chassées de chez elles et brutalisées principalement par l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Avec ce prix doté de $100,000, elle a espoir que ces projets avanceront plus vite, comme elle l'a confié à Alpha Diallo. Le jour qu'on m'avait annoncé cette nouvelle, j'étais surprise parce que je ne m'y attendais pas à cela. Et après, j'étais tellement émue de cette annonce car je me sentais un peu seule dans le travail. Et avec l'annonce, j'étais vraiment très contente parce que j'ai dit maintenant, je ne suis pas seule dans ce travail. Et également, je me suis réalisé que ce prix n'est pas seulement pour moi, c'est grâce aux femmes traumatisées, femmes victimes des atrocités de la LRA que j'ai reçu ce prix. Justement, comment êtes-vous arrivé à défendre cette cause des victimes de la LRA? Je suis arrivée à défendre cela par les différentes activités que j'avais organisées dans leur cité. Les activités de l'alphabétisation, des coupes et coutures, des arts culinaires et des chats communautaires. C'est ce que j'ai mis comme un remède pour elles, afin qu'elles puissent reprendre leur vie comme c'était un peu auparavant. Parce qu'elles se sentaient un peu abandonnées. Elles étaient vraiment dans le besoin. Et j'avais aussi l'intention que ces activités, quand elles vont se mettre ensemble, discuter, blaguer, ça va aussi les aider à oublier les atrocités qu'elles avaient reçues. Vous-même, sœur Angélique, vous avez été déracinée par les violences en 2009 quand vous viviez dans la ville de Dungu. Est-ce que cela vous a renforcé dans vos convictions après avoir éprouvé la douleur de devoir fuir votre propre foyer comme beaucoup de milliers de personnes en RDC? Oui, cela m'a beaucoup aidé à me donner pour ce travail-là que je réalise avec les femmes déplacées. C'est d'abord une expérience qui humilie la personne. Vous devenez une mendiante ou bien un mendiant. Vous demandez tout. Vous êtes vraiment comme un enfant. Et vous vivez toujours dans la peur continue parce que vous ne savez pas quel jour que vous allez mourir. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à me donner à ces femmes. Pas seulement ça, c'est une appel que j'ai reçu à travers une religieuse allemande qui travaillait chez nous. Elle donnait les médicaments pour les malades. Et comme elle était seule dans ce travail-là, j'ai dit que moi aussi je vais devenir comme elle pour l'aider dans ce travail-là, afin qu'elle puisse avoir du repos. Et j'avais grandi avec cette idée d'aider les personnes.
Et quand je suis entrée dans la maison de formation, j'ai commencé la formation religieuse. Avec l'expérience encore de déplacement, cela m'a donné encore un autre courage pour continuer à aider les personnes qui sont dans les besoins. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Maintenant, nous avons 5 ans déjà dans ces atrocités. Mais les femmes ne peuvent pas rentrer chez elles. Il y a d'autres ONG qui ferment déjà la porte parce que les urgences prennent déjà fin. C'est pourquoi j'invite encore les ONG, soit de développement, qu'ils puissent venir en aide de ces femmes. Elles sont nombreuses. Je fais seulement ce que je peux. Encore, il y a d'autres personnes qui ont besoin de cette aide-là, mais il n'y a personne presque pour couvrir ces besoins. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le HCR a annoncé aujourd'hui la distinction Nansen pour les réfugiés. Elle est décernée cette année à sœur Angélique Nameka, qui soutient dans le nord-est de la RDC les femmes déplacées et rescapées des sévices perpétrés par les rebelles de la LRA. Sœur Angélique, avec son centre pour la réintégration et le développement, a transformé la vie de plus de 2000 femmes et jeunes filles brutalisées. Je l'ai contactée à Dungu, dans la province orientale, pour connaître sa réaction. Je suis tellement contente pour ce prix qui m'a été une surprise. Et je remercie grandement la sœur pour m'avoir offert ce prix de Nansen pour les réfugiés. Ce prix m'a été donné grâce aux femmes traumatisées que j'encadrais. C'est grâce à elles que je suis aujourd'hui attendue dans le monde entier par ces œuvres que je faisais pour elles. C'est pourquoi je les remercie aussi, ces femmes courageuses qui n'ont cessé de m'approcher pour obtenir de moi quelques formations pour pouvoir réparer leur vie qui a été détruite par ces atrocités de la LRA. En tout cas, je suis très contente et très émue. Je remercie aussi le Seigneur pour m'avoir donné le courage chaque jour. Sœur Angélique, qu'allez-vous faire de ce prix? Je pensais faire la boulangerie semi-industrielle parce que j'ai vu le travail que les femmes ont abattu dans la formation de boulangerie. Cela les a beaucoup aidées. C'est grâce à ce qu'elles avaient appris qu'elles sont capables aujourd'hui de payer les frais médicaux et la scolarisation et même leur survie à la maison. C'est pourquoi j'ai pensé qu'on pouvait améliorer un peu ce système-là parce qu'on avait seulement un seul four qui pouvait accueillir plusieurs femmes, plus de 10, et elles devraient attendre l'un après l'autre pour préparer. Et à plus de cela, nous allons faire un grand champ avec elles. Chacune va prendre le morceau de la terre pour cultiver pour sa famille. Et qu'elles peuvent aussi vendre cela pour gagner aussi de l'argent. Sœur Angélique, vous allez rencontrer le pape bientôt. Ça doit vous empêcher de dormir, ça, non? Oui, parce que c'était inimaginable pour moi pour songer un jour que je pouvais rencontrer le pape. Je le vois toujours par des photos, j'attends sa parole dans la radio Vatican et je me disais à moi qu'est-ce que je peux faire un jour pour le voir. Je pouvais profiter de sa présence peut-être à Kinshasa pour essayer un peu de le voir plus proche. Cela m'arrive brusque comme ça. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi qui viens de très loin comme ça? Et je vais demander que je puisse réellement réaliser ces activités avec la bénédiction que je vais recevoir de lui, que je continue avec ce courage que j'avais commencé. Et je vais demander à ce qu'il puisse pousser aussi le décideur, qu'il puisse pouvoir changer cette mentalité de la guerre ici chez nous, afin que nous puissions arriver à vivre dans la paix. Parce que vivre continuellement dans le traumatisme, surtout pour les femmes qui sont les premières éducatrices de l'homme et de la femme, ça va toujours transmettre le traumatisme aux autres personnes. Si la femme n'est pas bien, les enfants aussi ne seront pas bien. Sœur Angélique Nameka a été jointe à Dungu en RDC. Ce sera l'invité samedi à 19h30 dans le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Procès à Kinshasa de l'opposant Eugène Diomi Ndongala, proche d'Étienne Tshisekedi. Lors de sa comparution hier devant la Cour suprême de justice, le prévenu a récusé le président de la Chambre qui l'accuse d'impartialité. Eugène Diomi Ndongala est poursuivi pour viol présumé sur 2 filles mineures. Il a été arrêté le 8 avril 2013 à Kinshasa. Si les faits sont confirmés, il risque une peine de 20 ans de prison. Le point dans ce reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique à Kinshasa, Cyril Milandou.
L'audience de lundi s'est déroulée sous une forte tension entre le président de la Chambre et les avocats de la défense. Maître Richard Bondo, l'un des avocats des prévenus Eugène Diomi Ndongala, a indiqué que son client a réquisé la Cour. Il y a eu un incident parce qu'il a estimé que le président de la Chambre ne dirigeait pas de manière équitable l'instruction de la cause. Étant donné que le président de la Chambre joignait au fond tous les préalables d'ordre public que le client, honorable Diomi Ndongala, avait soulevé. L'un des avocats des victimes, Maître Gérard Lédy, déclare que la défense est tenue de se conformer à la loi. Il n'est pas normal que la défense vienne soulever des exceptions avant même la comparution des parties. Mais ces exceptions n'ont pas été soulevées à l'endroit qu'il faut. On soulève les exceptions après la comparution. C'est-à-dire que la manière de répondre de la Cour ne doit pas se confondre avec le vœu ou le souhait de la partie qui soulève des exceptions. Donc la partie adverse ne peut pas penser que la Cour était en train de se pencher du côté de la partie adverse, qui n'a même pas eu plus de paroles que la partie adverse. L'autre préalable posé est celui de la régularité de la détention du prévenu. Maître Pierrot Mampoulou a soutenu que la Cour n'a pas rencontré la défense. Nous disons qu'il y a une jurisprudence de cette même Cour avec l'honorable Mukonkole. Quand le PGR l'a mis en résidence surveillée, curieusement il s'est retrouvé au CPRK et en fin de compte, on l'a mis à l'hôtel Invest. Notre client, toujours au CPRK, est aussi malade. Quel est le nom que nous allons donner à cette détention? C'est une mise en arrêt provisoire ou alors nous ne savons pas c'est quoi. Si c'est pour une résidence surveillée, le PGR ou l'organe de la loi doit prendre ses responsabilités et les mettre quelque part là où il sera très loin du CPRK et il peut bel et bien suivre ses soins pour que les 28 nous soyons à l'audience sans problème. La Cour s'est résolue de décréter le huis clos. L'un des avocats de la défense, Maître Yala Toutou, a claqué la porte pour non-respect de la procédure. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Info zapping du mercredi. Sergent-major André Munanga Kusakana a finalement été libéré. Souvenez-vous, ce militaire congolais avait été arrêté par les forces rwandaises dimanche dernier. La RDC affirme pourtant qu'il se trouvait sur la zone neutre, à la grande barrière frontalière entre la RDC et le Rwanda. Mais hier après-midi, le sergent-major André Munanga Kusakana a été remis en liberté. Nous écoutons Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Le sergent Munanga a été remis à la République démocratique du Congo par des autorités militaires rwandaises qui le détenaient. Comment a-t-on obtenu cette libération? La CIRGL, Conférence internationale de la région des Grands Lacs, a été impliquée, n'est-ce pas? Absolument, parce que le Rwanda et nous fonctionnons au sein du mécanisme conjoint élargi de vérification qui comporte des officiers venant de tous les 11 pays membres de la CIRGL. C'est à ce niveau-là que nous avions articulé notre mécontentement, notre plainte. Une enquête a été diligentée par le mécanisme conjoint qui a abouti à cette libération puisque le sergent n'avait rien fait qui pouvait justifier qu'il soit détenu par qui que ce soit au Rwanda. Quels sont les arguments avancés par Kigali? Nous pouvons comprendre, sans que cela ne nous ait été dit, qu'il s'agit d'une bavure ou d'une provocation par des éléments extrémistes au sein des services de sécurité du Rwanda. L'essentiel, c'est que le soldat est revenu et nous espérons sain et sauf, parce que nous attendons que ses chefs nous disent en quel état il se trouve. Nous espérons que tout va se terminer dans ces conditions-là correctement. Morgan Guiriec, qui a joint le ministre Mende, a vainement tenté d'obtenir la réaction du gouvernement rwandais. Place maintenant. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. C'est aussi désamorcer les conflits en RDC alors que les concertations nationales se déroulent pour tenter de mettre un terme aux divers conflits dans le pays. Des représentants de groupes armés ont été reçus par le présidium de ces concertations. Les groupes armés revendiquent leur participation à ces assises, surtout sur les questions de démobilisation et de désarmement. Pour Jules Ziringabo, président de l'Alliance des forces populaires et patriotiques du Congo, les concertations ne seront pas opposables sans leur participation.
l'opposition congolaise a eu le courage de montrer que notre présence était indispensable dans ces assises. Puisque nous, on a de l'influence. Nous pouvons peut-être contacter tel groupe qui est résiduel et c'est pourquoi nous tenons à être dans les concertations. Même à 24 heures avant la fin, il faut que nous y soyons. Sinon, si ces concertations se terminent sans que nous y soyons, donc le présidium des concertations ne veut pas des signataires des accords de paix, des signataires des actes d'engagement de la conférence de Goma. Et si tel est le cas, ils ramènent donc le compteur à zéro. Par conséquent, tous ceux qui vont sortir comme engagement ici, ça ne va pas nous concerner. Tout ce que Kampala va décider avec son M23, ça ne va pas nous concerner. Pourtant, nous sommes signataires d'actes pour lesquels le gouvernement s'est engagé par 2 fois de suite. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, les FARDC, c'est-à-dire les forces armées nationales, ont repris le contrôle de 5 villages dans le territoire de Lubero au nord Kivu. Les villages en question étaient occupés depuis plusieurs mois par des rebelles rwandais des FDLR et des miliciens Mai Mai. Selon le colonel Olivier Amouli, porte-parole de l'armée congolaise, la reprise de ces localités entre dans le cadre d'une campagne de 2 semaines visant à demander à tous les groupes rebelles de déposer les armes. Le colonel Amouli, que vous allez entendre, explique que les rebelles rwandais et les miliciens Mai Mai se retirent à l'arrivée des éléments des FARDC. Olivier Amouli. Généralement, les Mai Mai, dès qu'ils savent que nous allons mener une opération et quand on arrive, ils prennent fuite et ils vont se replier dans les profondeurs des forêts. Mais néanmoins, ils profitent seulement des sous-effectifs des FARDC pour pouvoir occuper certains villages. Mais dès que nous prenons la décision, aussitôt ils s'enfuient. Ces 5 villages en question sont maintenant totalement sécurisés par les FARDC? C'est pas seulement ces 5 villages-là, mais aussi nous sommes en train de lancer une campagne de sensibilisation à tous les groupes armés, y compris les M23, de déposer les armes avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous serons obligés de les désarmer par la force. Et comme ce sont des Congolais à qui nous nous adressons, qu'ils ne puissent pas attendre l'Armageddon, qui dépose tout simplement les armes, et parce que c'est le temps de faire la paix et ce n'est plus le temps pour la guerre. Cette campagne va s'étendre jusqu'à quand? Et nous allons intensifier ça au courant de ces 2 semaines et nous allons voir les résultats, mais je pense que ceux-là qui sont des Congolais, qui se sentent réellement des Congolais, ils doivent prendre raison et adhérer au programme qui est un programme du gouvernement congolais. Comment est la situation dans la région de Goma, autour de Goma? Généralement calme. Depuis les assises de Kampala et sur le front, il y a une calme qui s'observe. C'était Olivier Amouli, porte-parole de l'armée congolaise. Info zapping du jeudi. De sécurité. En RDC, le Bureau de coordination des affaires humanitaires est à la recherche de 2 millions de dollars pour faire face aux besoins additionnels de 150 000 déplacés dans le territoire d'Irumu, en province orientale. Le Tchad a enregistré 80 000 déplacés depuis le 22 août dernier, qui vivent dans des conditions précaires suite aux affrontements répétés entre les forces armées congolaises et les miliciens du Front de résistance des patriotes indépendants. Sylvestre Ntumba Mundingayi, chargé de communication de l'OCHA. Des réponses sont déjà en cours dans le sud d'Irumu. Il y a des partenaires qui ont apporté notamment des médicaments. Plus d'une tonne a été mis à la disposition de certaines structures de santé. Des articles ménagers essentiels ont été distribués, mais comme je vous l'ai dit, les mouvements sont continus. Et nous pensons que le nombre de déplacés actuels va continuer à augmenter. Et par ailleurs, il y a des gens qui sont dans des zones qui ne sont pas encore accessibles. Et dès que ces personnes seront accessibles, on pense que les besoins seront nettement au-dessus des évaluations actuelles. C'est pourquoi, avec les mouvements qui continuent, les acteurs humanitaires envisagent des interventions pour quelques 150 000 personnes. Et pour cela, nous avons besoin de 2 millions de dollars pour faire face aux besoins additionnels. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. A toujours aucun accord en vue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. C'est dans ce contexte que l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo a accordé une interview à la Voix de l'Amérique. Nicolas Pinault, vous avez rencontré Russ Feingold qui se dit confiant pour la paix. Oui, l'ancien sénateur du Wisconsin estime qu'avec l'accord d'Addis Abeba, les États de la région s'accorderont dans la durée. Concernant le mouvement du 23 mars,
Russ Feingold affirme que tout le mouvement ne peut pas réintégrer l'armée congolaise. Certains peuvent réintégrer au cas par cas, mais pas le M23 dans son ensemble. Dans le passé, on a autorisé cela et ça a créé des problèmes. C'est ce qui a permis au M23 de se créer. L'émissaire américain a répondu aux critiques qui accusent Washington d'être trop conciliant avec Kigali, accusé par différents rapports onusiens de soutenir le M23. Les États-Unis ont été très fermes avec tous les pays impliqués, dont le Rwanda. Nous avons discuté avec le président et les dirigeants rwandais à New York et au Rwanda. Notre préoccupation est qu'il n'y ait aucun soutien du Rwanda au M23 ou tout autre groupe armé. Russ Feingold estime que les autorités congolaises doivent aussi répondre aux défis de la légitimité en assurant des réformes démocratiques. Il est essentiel que les prochaines élections locales et provinciales soient plus crédibles. Les gens doivent sentir que leur gouvernement et les personnes qui les représentent sont légitimes. Sinon, il ne sera pas facile d'entreprendre toutes les réformes. Russ Feingold insiste enfin sur la nécessaire réforme de l'armée congolaise. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique. Par ailleurs, les concertations nationales se poursuivent à Kinshasa. Au Sud Kivu, les avis divergent au sujet de ces assises. À Bukavu, certains pensent carrément qu'il n'y a rien de bon à attendre de ces concertations. Voici à ce propos un micro-trottoir réalisé par Jolika Muntu, notre correspondante à Bukavu. Oui, bon, quand nous avions reçu cette nouvelle qu'il y aurait concertation, nous nous sommes rendus compte que déjà les intérêts du peuple congolais seraient pris en compte, mais en effet, nous nous rendons compte que ça ne va rien produire comme résultat parce que déjà, il y a grogne, parce que les participants commencent à voir l'argent au lieu de voir l'intérêt général. Mais aussi, les vrais opposants ne sont pas représentés, notamment l'IDPS et l'INC. Ce sont là les gens qui connaissent très bien les problèmes qui rongent ces pays. Personnellement, je dirais que c'est une bonne chose. C'est une occasion offerte aux Congolais de se dire la vérité en face et nous espérons qu'après cela, la situation des Congolais va changer. Vis-à-vis des consultations nationales, je n'attends vraiment rien. Ce n'est pas la première fois que ce genre de rencontres puissent être organisées dans notre pays. Il y a eu des dialogues par-ci par-là pour chercher la paix, pour chercher la cohésion nationale. Et tu vois qu'il y a déjà grogne de ces gens qui participent aux concertations nationales. Ils sont allés chercher l'argent, mais ils ne sont pas vraiment allés représenter valablement les peuples. Vous savez ce qui se passe dans l'est de notre pays, les pays déchirés par la guerre. Il y a des groupes armés peut-être qui écument dans presque un tiers du territoire national. Mais aussi, il faut voir comment les sites qui vont être représentés dans ces concertations. On ne sait pas qui est allé nous représenter, avec quel cahier de charges. Et tout ça, tu vois vraiment qu'on ne peut rien entendre de ces dialogues, de ces concertations, du moins, qui se tiennent à Kinshasa. Je suis très contente de ces concertations. Je remercie le président de les avoir convoquées et j'espère que ça va améliorer la situation de notre pays. Ah oui, personnellement, je trouve qu'il n'y aura pas de cause là-bas. Je ne comprends pas comment on peut être en pleine concertation, mais il y a d'autres milices qui veulent à ce qu'on puisse faire une autre concertation similaire à Kampala. Pour ne pas être trop pessimiste, mais moi je pense que ces concertations vont accoucher d'une souris noire. Propos recueillis par notre correspondante à Bukavu. Info zapping du vendredi. Le gouvernement affirme que les personnes qui ont participé à des mutineries ou mouvements insurrectionnels ne sont pas éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie ou à l'intégration dans les forces armées de la République. Selon le ministre Lambert Mende, que vous allez entendre, le gouvernement a établi une liste contenant une centaine de noms des membres du M23. Ces personnes sont, d'après lui, définitivement non éligibles à l'intégration au sein de l'armée nationale. Écoutez Lambert Mende au micro de Bagassi Koura. Il y a d'abord tous les criminels qui sont dans les rangs du M23, c'est-à-dire les auteurs de crimes contre l'humanité, les auteurs de crimes de guerre, les recruteurs d'enfants soldats, les gens qui ont construit ou animé des réseaux de pillage des ressources naturelles ou d'exploitation illicite des richesses de la République démocratique du Congo, ceux qui ont participé à plus d'une mutinerie ou à plus d'un mouvement insurrectionnel. Et nous avons établi leur liste. Cette liste, ils sont combien là-dessus?
Une centaine sur 1700. Est-ce que cela ne va pas compliquer la suite des négociations à Kampala d'avoir une telle liste? Nous ne voyons pas comment, nous ne pouvons pas agir comme ça. Nous sommes d'abord membres de la communauté internationale et ces conditions restrictives font partie du droit international. Les Nations Unies nous l'ont rappelé. Et donc, deuxièmement, nous ne voyons pas comment nous pouvons sacrifier notre ordre juridique à moins que nous n'acceptions que notre pays disparaisse. Et nous savons que certains ont planifié cela, mais si nous ne respectons pas notre propre légalité et le droit international, alors nous acceptons que le pays disparaisse. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Alors, il y a eu une réaction concernant votre déclaration. Un des responsables du M23 dit notamment qu'ils ne sont pas intéressés à réintégrer l'armée congolaise parce qu'elle, dit-il, désorganisée. Oui, dans les médias, ils disent ça. Apparemment, c'est des gens qui ont l'injure facile. Ils savent bien que les FARDC viennent de très loin. Eux avaient la mission de désorganiser les FARDC. On a envoyé des gens, il y avait même des étrangers, on en a débusqué 8. Et pour désorganiser les FARDC, parce que le Rwanda avait le vieux projet de nous attaquer un jour, depuis 2009. Nous les avons mis à jour et les forces armées ont repris du poil de la bête. C'est pourquoi on les a repoussés, on les a défaits militairement près de Goma. Mais ils disent une chose à la presse, mais lorsqu'on est sur la table du négociateur, ils demandent à être réintégrés. Il faut faire attention avec des gens comme ça. Lambert Mende, le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Narval Mabila à Lubumbashi, en Poto à plus de 250 km de Lubumbashi, les FARDC continuent à traquer les groupes Maïmaï qui opèrent dans ce secteur-là. Cela veut dire c'est le triangle de la mort, Poto, Manono. Et une opération a été menée depuis 2 semaines et continue à être menée jusqu'à ce jour. Au moins plus de 200 Maïmaï se sont rendus ici, se trouvent aujourd'hui en Poto. Et l'armée continue à traquer. Et plusieurs camps de groupes Maïmaï ont été démantelés. Et en fin de compte, les Maïmaï ont constaté que leurs promesses de l'indépendance du Katanga et tout ce qu'on leur promettait, ça ne répond pas à leurs aspirations. Ainsi, les FARDC continuent jusqu'à plus de 150 km au-delà d'un Poto à opérer, à traquer les groupes Maïmaï. Et le constat est que sur terrain, plusieurs villages ont été brûlés par les groupes Maïmaï. Et à chaque fois, ils sont obligés de voler tout ce qu'ils trouvent comme chèvres ou bien brûler les villages. Et l'armée aujourd'hui essaie de mener des opérations pour essayer de rétablir un tout petit peu l'ordre. Ernest Mouero, citoyen journaliste de la RDC, précisément au Sud Kivu et actuellement à Kinshasa, aux concertations nationales. Eh bien, il faut dire que les travaux prennent de l'envol peu à peu au niveau des concertations nationales. Les différents groupes de travail qui ont été donc définis selon les thématiques sont justement en train de mettre la dernière main sur les recommandations à donner en plénière, sauf bien sûr la thématique gouvernance qui traîne un peu le pas. L'opposition et la majorité n'arrivent pas à parler le même langage quand il s'agit de faire un état des lieux de la gouvernance. Certains estiment qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, d'autres parlent des réalisations qui ont été faites. La Voix de l'Amérique.